Tu n'es pas en retard. Tu es en train de te construire. Introduction. La pression silencieuse. Il y a une pression silencieuse que beaucoup ressentent, une pression que personne ne t'impose directement. Personne ne te dit « tu es en retard ». Personne ne te donne un ultimatum. Personne ne te fixe une deadline. Et pourtant, tu la ressens, profondément, viscéralement, comme un poids invisible qui s'installe sur tes épaules chaque matin. La pression du retard. Tu te réveilles et tu te compares. Tu ouvres les réseaux sociaux et tu te compares. Tu discutes avec des amis et tu te compares. Tu vois quelqu'un réussir et immédiatement, quelque chose en toi se contracte. Une pensée surgit, pas toujours exprimée à voix haute, mais présente, constante. Oui, répétée. Je suis en retard. J'aurais dû déjà être là. Les autres avancent plus vite que moi. Qu'est-ce que j'ai fait de mon temps? Et cette pensée, aussi silencieuse soit-elle, change tout. Elle change ta façon de te voir. Elle change ta façon d'agir. Elle change ta façon de ressentir chaque journée. Elle transforme ce qui pourrait être une avancée solide en une course sans fin. Et dans cette course, tu n'es jamais assez avancé, jamais assez rapide, jamais assez loin. Parce que la ligne d'arrivée recule toujours. Aujourd'hui, on va s'arrêter. On va prendre le temps de démanteler cette pression. On va comprendre d'où elle vient, pourquoi elle ment, et comment construire quelque chose de plus solide à la place. Parce que voici une vérité que peu comprennent vraiment. Tu n'es pas en retard. Oh, tu es en train de te construire. Et la construction est lente par nature. Non par ta faute, mais par la nature même de ce qui dure. Installe-toi. Ce que tu vas entendre aujourd'hui peut transformer ta relation au temps, à toi-même, et à ce que tu appelles le succès. Chapitre 1. D'où vient la pression du retard? Pour comprendre la pression du retard, il faut d'abord comprendre d'où elle vient. Parce qu'elle ne vient pas de nulle part. Elle a des origines précises. Et en les comprenant, tu peux commencer à les démanteler. Première origine, la société de comparaison instantanée. Nous vivons dans le premier moment de l'histoire humaine où chaque individu peut voir en temps réel ce que font les autres. À toute heure, en continu. Et avant les réseaux sociaux, tu connaissais peut-être 20, 30, 50 personnes de ton âge. Et parmi elles, tu te comparais naturellement. Mais aujourd'hui, tu vois des milliers de personnes, des gens de ton âge qui ont lancé des entreprises, qui ont trouvé l'amour, qui ont acheté des maisons, qui voyagent, qui réussissent. Et ce flux d'informations crée une illusion dévastatrice. L'illusion que tout le monde avance, sauf toi. L'illusion que la réussite est la norme. Et ta situation actuelle, l'exception. Mais voici ce que tu ne vois pas. Tu ne vois que les moments de victoire. Tu ne vois pas les années de travail invisibles. Tu ne vois pas les doutes. Tu ne vois pas les échecs. Tu ne vois pas les nuits sans sommeil. Tu ne vois pas les fois où cette même personne se sentait exactement comme toi. En retard, des seuls, incertaines. Les réseaux sociaux te montrent le résultat, jamais le processus. Et tu te compares à un résultat avec ton processus en cours. Ce n'est pas juste, ce n'est pas rationnel. Mais ton cerveau fait ce calcul automatiquement, et il en souffre. Deuxième origine, les milestones imposés par la culture. La société a créé un calendrier non officiel. À 20 ans, tu dois savoir ce que tu veux faire. À 25 ans, tu dois avoir commencé à construire. À 30 ans, tu dois avoir prouvé quelque chose. À 35 ans, tu dois être établi. À 40 ans, tu dois avoir réussi. Ces jalons sont partout, dans les conversations de famille, dans les regards des proches, dans les questions apparemment innocentes. Et tu fais quoi de ta vie maintenant? Tu as quelqu'un? Tu as pensé à ta retraite? Et si tu n'es pas exactement là où le calendrier culturel dit que tu devrais être, une alerte s'active. Une alerte qui dit « Tu es en retard ». Mais qui a fixé ce calendrier? Qui a décidé que 30 ans est la deadline pour avoir réussi?
Qui a décidé que la trajectoire linéaire ascendante est la seule valable? Ces standards ne viennent pas de la sagesse. Ils viennent de la comparaison collective, d'une société qui a normalisé un type particulier de progression et qui a marginalisé tous les autres rythmes. Troisième origine, l'ego et son besoin de validation rapide. L'ego veut briller maintenant. Il veut être reconnu aujourd'hui. Il veut des preuves visibles de sa valeur immédiatement. L'ego n'est pas patient. Il ne comprend pas que la vraie construction prend du temps. Il confond la vitesse avec la valeur. Et quand il ne voit pas de résultats rapides, il se dit « quelque chose ne va pas. Je ne suis pas assez. Je suis en retard. » Cette voix intérieure de l'ego est précisément celle qu'on va apprendre à questionner. Chapitre 2. Le mensonge de la comparaison. La comparaison est l'une des activités les plus naturelles et les plus destructrices que l'humain pratique. Naturelle parce qu'elle est câblée dans notre cerveau. Le cerveau humain est constamment en train d'évaluer. Est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis en danger? Et pour répondre à ces questions, il se calibre par rapport aux autres. Donc c'est un mécanisme de survie archaïque, utile dans un contexte de tribu préhistorique, dévastateur dans le contexte de la modernité, parce que ce mécanisme ne distingue pas entre une menace réelle et une perception. Il voit quelqu'un réussir, il compare et il conclut « tu es en danger, tu es inférieur, tu es en retard et tu dois rattraper ». Mais voici le mensonge fondamental de la comparaison. Tu compares ton chapitre 3 au chapitre 15 de quelqu'un d'autre. Tu vois où quelqu'un en est aujourd'hui et tu oublies complètement où il était hier. Tu oublies ses 10 années de travail invisibles. Tu oublies ses erreurs fondatrices. Tu oublies ses moments de doute. Tu oublies les personnes qui l'ont soutenu en chemin. Tu oublies les circonstances particulières qui ont rendu son parcours possible. Tu ne vois que l'état actuel. Et tu le compares à ton état actuel, sans tenir compte des points de départ différents, sans tenir compte des ressources différentes, sans tenir compte des définitions du succès différentes. C'est fondamentalement irrationnel. Et pourtant, c'est ce que fait le cerveau constamment. Il y a une autre dimension du mensonge de la comparaison. Tu choisis inconsciemment avec qui te comparer. Et tu te compares toujours à ceux qui sont plus avancés. Jamais à ceux qui sont moins avancés. Ce biais de sélection est systématique. Tu vois quelqu'un qui a réussi et tu dis « je suis en retard ». Tu ne vois pas les milliers de personnes qui sont exactement là où tu es. Tu ne vois pas les personnes qui aimeraient être où tu es aujourd'hui. Tu ne vois pas le chemin que tu as déjà parcouru. Parce que le chemin parcouru n'attire pas l'attention. Oui, c'est le chemin à parcourir qui obsède. Et cette obsession pour ce qui manque, plutôt que pour ce qui est là, est une source intarissable de souffrance. Chapitre 3. Le rythme unique de chaque vie. Il y a une vérité biologique, psychologique et spirituelle que toutes les traditions de sagesse confirment. Chaque être humain a un rythme qui lui est propre. Pas un rythme choisi arbitrairement. Pas un rythme qui signifie lenteur ou paresse, mais un rythme déterminé par une constellation unique de facteurs. Tes expériences d'enfance, ton environnement familial, les ressources auxquelles tu as eu accès, les traumas que tu as traversés, les qualités innées que tu portes, les défis particuliers qui sont les tiens. Et ce rythme est valide, même s'il ne ressemble à aucun autre. Même s'il est différent de celui de tes amis, même s'il ne correspond pas au calendrier culturel, il est le tien, et le respecter n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Pense à la nature. Dans une forêt, les arbres poussent à des vitesses très différentes. Le chêne prend des décennies avant de s'imposer. Le bambou, lui, peut rester sous terre pendant des années, accumulant de l'énergie, construisant ses racines. Puis en quelques semaines, il explose en hauteur. Mais personne ne dit que le chêne est en retard.
Personne ne dit que le bambou est en retard. Chacun suit sa nature profonde. Et c'est cette nature qui détermine la solidité du résultat final. Le chêne qui pousse trop vite sous des conditions artificielles se révèle fragile. Et le bambou qui force sa croissance avant d'avoir ses racines tombe. Mais le chêne qui suit son rythme naturel devient un arbre centenaire. Une présence inébranlable. Un abri pour des générations. Et le bambou qui respecte son processus devient l'une des plantes les plus solides et les plus résistantes du monde. Tu es cela. Tu es cet arbre qui suit son rythme profond. Et ta valeur ne se mesure pas à ta vitesse. Elle se mesure à ta solidité. Chapitre 4. La différence entre vitesse et profondeur. Notre culture confond systématiquement deux choses. La vitesse et la valeur. La rapidité et la profondeur. La visibilité et la réalité. Et cette confusion crée d'immenses souffrances inutiles. Laisse-moi t'expliquer la différence. La vitesse impressionne. La profondeur transforme. Quelqu'un peut progresser très rapidement sur la surface, accumuler des titres, accumuler des accomplissements visibles, avancer rapidement selon les métriques externes, et pourtant, intérieurement, manquer de la solidité nécessaire pour que cette progression dure. C'est le phénomène du succès prématuré. Beaucoup de gens qui réussissent très tôt dans la vie témoignent d'une même expérience. Ils ont atteint ce qu'ils voulaient, avant d'être prêts à le tenir. Et quand les défis inévitables sont arrivés, quand les vents forts ont soufflé, ils ne s'étaient pas suffisamment enracinés pour tenir. La profondeur, à l'inverse, se construit dans le temps. Elle se construit dans les épreuves traversées et assimilées. Elle se construit dans les erreurs comprises et intégrées. Elle se construit dans les périodes apparemment sans résultat où les fondations se posent. Elle se construit dans les doutes traversés, dans les moments où continuer ne semblait pas logique, mais où quelque chose de profond en toi a continué quand même. C'est là que la vraie profondeur se forme. Et cette profondeur est précisément ce qui fait durer. Ce qui fait que lorsque tu arrives quelque part, tu peux y rester. Tu peux y contribuer véritablement. Tu peux te maintenir dans les turbulences. La différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui réussit durablement n'est pas la vitesse. C'est la profondeur des racines. Et les racines ne se font pas voir. Elles ne sont pas impressionnantes, mais elles sont nécessaires. Le chapitre 5. Les fondations invisibles. Imagine un bâtiment en construction. Tu passes devant un chantier. Pendant des semaines, parfois des mois, tu ne vois rien au-dessus du sol. Juste de la terre déplacée. Des machines. Des travailleurs dans des trous. Quelqu'un qui ne comprend pas la construction pourrait passer devant et se dire « Il ne se passe rien ici. Ce projet n'avance pas. » Mais ce que cette personne ne voit pas, c'est que le travail le plus important se fait sous la surface. Les fondations se posent. Les structures porteuses s'installent. La solidité du bâtiment entier se détermine dans ces semaines apparemment sans spectacle. Et puis un jour, la construction commence à s'élever. Et elle monte vite, et parce que les fondations sont solides. Parce que le travail invisible a été fait correctement. Ta vie est ce bâtiment. Les périodes où il semble que rien n'avance, ce sont souvent les périodes de fondation. Les périodes où tu apprends, où tu te remets en question, où tu souffres, mais tu comprends, où tu échoues, mais tu intègres, où tu te construis silencieusement, profondément. Et si tu regardes uniquement la surface, tu ne vois rien. Tu te dis que tu es en retard, que les autres avancent et pas toi. Mais ce que tu ne vois pas, c'est la profondeur que tu es en train de gagner. Les fondations qui se posent, les racines qui s'enfoncent. Et ces fondations, quand l'heure de construire en hauteur arrivera, te permettront de t'élever d'une façon que ceux qui ont sauté les fondations ne peuvent pas. Des chapitres 6. La valeur de l'erreur et de l'échec.
Il y a quelque chose que personne ne t'a appris correctement. La valeur de l'erreur. La valeur de l'échec. Pas dans un sens inspirationnel vide. Pas juste pour te dire « les erreurs, c'est bien, garde la tête haute ». Non, dans un sens profondément fonctionnel. Chaque erreur que tu as faite contient une information que tu n'aurais pas pu obtenir autrement. Chaque échec que tu as vécu t'a fourni une donnée sur toi-même, sur le monde, sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, que tu n'aurais jamais pu acquérir en lisant des livres ou en regardant les autres. Cette information est précieuse, irremplaçable, et elle est en toi maintenant. Elle a modifié ta façon de voir les choses, ou ta façon de prendre des décisions, ta façon d'évaluer les situations, même si tu n'en es pas toujours conscient. Les personnes qui avancent vite et ne font pas d'erreurs ne sont pas plus intelligentes. Elles n'ont souvent tout simplement pas encore rencontré les situations qui révéleront leurs angles morts, leurs limites, leurs fragilités. Et quand elles les rencontreront sans avoir eu la chance de se tester et d'apprendre avant, l'impact sera bien plus sévère. Il y a une image que j'aime utiliser, l'acier. L'acier le plus résistant au monde n'est pas celui qui n'a jamais été soumis à la chaleur. C'est celui qui a été chauffé, martelé, refroidi, chauffé à nouveau, martelé encore. Ce processus de stress et de récupération réorganise les molécules. Il crée une structure interne qui résiste à des pressions que l'acier non traité ne pourrait jamais supporter. Tes erreurs sont le feu et le marteau. Tes rechutes sont le refroidissement. Et tu es en train de devenir de l'acier. Pas instantanément, progressivement, patiemment, mais inexorablement. Chapitre 7. Le stoïcisme et la maîtrise du temps. Les philosophes stoïciens de l'Antiquité avaient une compréhension du temps qui est d'une pertinence absolue aujourd'hui. Non pas parce qu'ils vivaient dans un monde similaire au nôtre, mais parce qu'ils avaient compris quelque chose de fondamental sur la nature humaine et sur la souffrance. Épictète disait ceci: « Il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui n'en dépendent pas. » Dépendent de nous, nos pensées, nos désirs, nos aversions, nos actions. Ne dépendent pas de nous, notre corps, notre réputation, les opinions des autres, les circonstances extérieures. La sagesse consiste à distinguer clairement les deux et à concentrer toute son énergie sur ce qui dépend de soi, sans se torturer pour ce qui n'en dépend pas. La vitesse de ta progression, elle ne dépend pas entièrement de toi, elle dépend des circonstances, des ressources disponibles, du timing de certaines opportunités, des rencontres que tu feras ou ne feras pas, de facteurs que tu ne contrôles pas. Mais ton effort quotidien, lui, dépend de toi. Ta discipline dépend de toi. Ta façon de traverser les difficultés dépend de toi. Ta décision de continuer ou d'abandonner dépend de toi. Marc Aurèle est l'une des personnes les plus puissantes de son époque, répétait dans ses journaux intimes cette vérité. Concentre-toi sur aujourd'hui, sur ce que tu peux faire maintenant, non pas sur ce que tu aurais dû faire hier, non pas sur ce que les autres font aujourd'hui, non pas sur ce que tu devras faire demain. Ce moment précis, cet effort précis, cette action précise, c'est là que réside ton pouvoir. Et le stoïcisme ajoute quelque chose d'essentiel. La comparaison aux autres est une forme de folie. Parce que tu ne peux pas contrôler qui ils sont, ce qu'ils font, à quelle vitesse ils progressent. Tu peux uniquement contrôler qui tu es, ce que tu fais, à quelle profondeur tu t'engages. Sénèque écrivait à un ami qui se sentait en retard dans sa vie. Tu te demandes combien de temps il te reste. Ou demande-toi plutôt combien de ce temps tu utiliseras vraiment. Ce n'est pas la durée de ta vie qui compte. Ce n'est pas la vitesse de ta progression qui compte. C'est la qualité de l'engagement que tu portes dans chaque moment. Chapitre 8. La constance. L'arme que personne ne voit venir. Il y a une qualité qui ne fait pas les manchettes, qui n'impressionne pas dans les conversations de soirée,
qui ne génère pas de likes sur les réseaux sociaux. Et pourtant, c'est l'une des qualités les plus puissantes qu'un être humain peut développer. La constance. La constance n'est pas spectaculaire. Elle ne saute pas aux yeux. Elle ne crée pas de moments « waouh ». Elle est juste là, chaque jour, sans fanfare, sans applaudissements. Mais regardons ce qu'elle produit sur le long terme. Si tu travailles sur quelque chose 1 heure par jour, tous les jours, pendant 1 an, tu as 365 heures de travail concentré sur ce sujet. 2 ans, 730 heures. 5 ans, 1825 heures. Dans la plupart des domaines, 1000 heures de pratique délibérée font de toi un praticien compétent. 1825 heures font de toi quelqu'un de sérieusement avancé. Et tu les as accumulées silencieusement, sans personne pour observer, sans validation externe, juste la constance. Maintenant, regarde ce que fait la personne qui fait la même chose de façon intermittente. 4 heures intenses un jour, rien pendant 1 semaine, 2 heures le lendemain, puis abandon pendant 1 mois. Sur la même période, elle a peut-être accumulé 200 heures, contre tes 1800. Et pourtant, et pendant tout ce temps, tu n'as peut-être pas eu l'impression d'avancer vite. Pendant tout ce temps, l'autre a peut-être semblé plus brillant dans ses moments d'intensité. Mais à la fin, la constance a tout changé. La constance bat la précipitation. Toujours. Sans exception. C'est une loi aussi implacable que la gravité. Et quand tu comprends ça vraiment, quelque chose change. Tu cesses de t'inquiéter d'avancer vite. Tu te concentres sur d'avancer régulièrement. Et cette régularité, invisible et silencieuse, finit par créer quelque chose d'extraordinaire. Chapitre 9. Le concept de maturation. Il y a un mot que je veux explorer avec toi. Maturation. Pas dans le sens biologique du terme, mais dans un sens plus profond, plus vaste. Où la maturation est le processus par lequel quelque chose acquiert sa pleine expression, sa pleine saveur, sa pleine solidité, son plein potentiel. Et la maturation ne peut pas être accélérée sans perte. Pense au vin. Les meilleurs vins du monde sont ceux qui ont été laissés à maturir. Parfois 10 ans, parfois 20, parfois davantage. Un vin qu'on force à maturer rapidement à travers des procédés artificiels peut avoir l'apparence du résultat final. Mais il n'a pas la complexité, il n'a pas la profondeur, il n'a pas cette dimension qui vient uniquement du temps et du processus. Le vin le sait, le raisin le sait, la vigne le sait. Mais nous avons oublié cette vérité fondamentale. Nous avons oublié que la valeur profonde ne se crée pas dans l'urgence. Elle mûrit, elle se complexifie, elle acquiert ses nuances et ses couches, sa profondeur dans le temps. Et cette vérité s'applique à chaque être humain. La sagesse ne peut pas être forcée. Elle se développe à travers les expériences accumulées et digérées. La résilience ne peut pas être imitée. Elle se construit à travers les difficultés traversées et surmontées. La clarté sur ce qui compte vraiment ne vient pas d'une lecture ou d'un cours. Elle émerge progressivement d'une vie vécue avec attention. Tu es en train de maturer. Peut-être que tu ne le vois pas. Peut-être que les autres ne le voient pas encore. Mais ce processus est en cours. Et si tu lui donnes le temps et l'attention qu'il mérite, ce qui émergera sera d'une profondeur que la précipitation n'aurait jamais pu produire. Le chapitre 10. La discipline silencieuse. Il y a 2 types de discipline, la discipline de spectacle et la discipline silencieuse. La discipline de spectacle se voit, elle se partage, elle s'affiche, elle cherche la validation. Réveil à 5 heures du matin. Marathon accompli. 100 jours de challenge complétés. Ce n'est pas qu'elle soit fausse, mais elle dépend souvent de l'audience pour se maintenir. Quand l'audience disparaît, la discipline de spectacle disparaît souvent avec elle. La discipline silencieuse, elle, se passe dans l'ombre, dans les moments sans témoin, dans les jours où personne ne saura
si tu as fait l'effort ou non, dans les périodes où aucune validation ne viendra. C'est la discipline de lire quand personne ne regarde, et de t'améliorer quand personne ne s'en rendra compte immédiatement. De maintenir tes engagements envers toi-même quand il serait beaucoup plus facile de les abandonner. De travailler sur tes fondations quand tout le monde construit des vitrines. Cette discipline silencieuse est la plus difficile et la plus précieuse, parce qu'elle construit quelque chose que personne ne peut te retirer. Un rapport à toi-même, un respect de toi-même, une confiance dans ta propre capacité à tenir tes engagements. Et progressivement, cette confiance change tout. Elle change comment tu entres dans une pièce, comment tu prends tes décisions, comment tu fais face aux défis, pas parce que quelqu'un le sait, mais parce que toi, tu le sais. Tu sais que tu peux compter sur toi-même. Et cette certitude-là, construite dans les moments silencieux, et est d'une valeur inestimable. Chapitre 11. Redéfinir le succès. Pour vraiment libérer de la pression du retard, il faut aller à la racine. Et la racine, c'est ta définition du succès. Parce que si ta définition du succès est empruntée, si elle vient des réseaux sociaux, si elle vient des standards culturels, si elle vient des attentes de ta famille, si elle vient des comparaisons avec les autres, alors tu courras toujours après quelque chose qui ne t'appartient pas. Et tu seras toujours en retard par rapport à un standard que tu n'as pas choisi. La question fondamentale que peu de gens se posent vraiment est celle-ci. Qu'est-ce que le succès signifie pour moi? Pas pour ma famille, pas pour mon groupe d'amis, pas pour la culture dans laquelle je vis, mais pour moi, profondément, honnêtement. Qu'est-ce qui constituerait, à la fin de ma vie, une vie bien vécue? Qu'est-ce qui me permettrait de regarder en arrière avec satisfaction? Non pas de la fierté sociale, mais une satisfaction authentique. Pour beaucoup de gens qui prennent le temps de vraiment répondre à cette question, la réponse est très différente de ce qu'ils poursuivaient avant. Ce n'est pas une certaine somme d'argent. Ce n'est pas un certain titre professionnel. Ce n'est pas la validation de tel groupe ou de telle communauté. C'est souvent quelque chose de plus simple. La qualité de leurs relations, la contribution qu'ils ont apportée, l'alignement entre leurs valeurs et leurs actions, la façon dont ils ont traité les gens et la profondeur de leur présence dans les moments importants. Et quand tu redéfinis le succès sur ces termes, quelque chose de fondamental se produit. Tu n'es plus en retard, parce que tu cours vers quelque chose qui t'appartient, à ton rythme, selon ta trajectoire unique. Et dans cette course, chaque pas compte, même le plus petit, même le plus invisible. Chapitre 12. L'importance des petits lots progrès invisibles. Notre culture a un problème avec les petits progrès. Elle les sous-estime, elle les ignore. Elle veut de la transformation spectaculaire, du changement visible, du résultat immédiat. Et dans cette attente de la grande transformation, elle passe à côté de la magie des petits progrès accumulés. Oh, les voici une réalité mathématique qui a le pouvoir de changer ta perspective. Si tu t'améliores de 1% chaque jour pendant un an, tu es 37 fois meilleur qu'au début de l'année. 37 fois. Pas 1% amélioré. 37 fois plus compétent, grâce aux effets composés, grâce à l'accumulation de petits progrès. Maintenant, imagine l'inverse. Si tu te dégrades de 1% chaque jour pendant un an, tu arrives à 3% de ce que tu étais au début. Les petits mouvements, répétés dans le temps, ont un impact immense. Mais notre cerveau n'est pas câblé pour les voir. Il est câblé pour détecter les changements brusques, les dramatiques, les visibles. Et donc, les petits progrès passent souvent inaperçus. Tu apprends une chose chaque jour, tu ne vois pas la différence le lendemain. Mais au bout d'un an, tu as appris 365 choses. Et cette accumulation a créé des connexions, des perspectives nouvelles, une compréhension plus profonde, une capacité à résoudre des problèmes que tu n'avais pas avant.
La difficulté est de faire confiance au processus sans voir les résultats immédiatement. De continuer à planter même quand rien ne pousse encore au-dessus du sol. De savoir que le travail fait maintenant produit des effets qui se révéleront plus tard. Pas parce que tu l'espères, mais parce que c'est la loi naturelle de la croissance. Chapitre 13. Accepter son point de départ. L'une des grandes sources de souffrance dans la pression du retard est le refus d'accepter son point de départ. Le refus d'accepter les conditions dans lesquelles tu as commencé. L'environnement dans lequel tu as grandi. Les ressources dont tu disposais ou ne disposais pas. Les opportunités qui se sont présentées ou non. Les obstacles spécifiques que tu as dû surmonter. Et dans ce refus, une énergie immense est gaspillée. À regretter, à comparer, à se demander « et si ?» Et si j'étais né dans une autre famille? Et si j'avais eu de meilleures opportunités? Et si j'avais commencé plus tôt? Et si les circonstances avaient été différentes? Ces questions sont humaines, elles sont compréhensibles, mais elles sont stériles, parce qu'elles ne changent rien à la réalité. Elles ne modifient pas ton point de départ. Elles ne t'aident pas à avancer depuis où tu es maintenant. Elles ne font que créer de la souffrance autour d'une chose que tu ne peux pas changer. Le stoïcisme est sans équivoque sur ce point. La sagesse commence par l'acceptation de ce qui est. Non pas une acceptation passive, non pas une résignation, mais une acceptation claire, lucide, réaliste. Je suis là où je suis. C'est mon point de départ. Pas celui que j'aurais choisi peut-être. Pas le meilleur possible. Mais c'est le mien. Et depuis ici, je peux construire. Depuis ici, je peux avancer. Depuis ici, je peux créer quelque chose de réel. Et souvent, les personnes qui ont commencé avec le moins sont celles qui ont développé les qualités les plus profondes. Parce que ce qui ne vous est pas donné, vous devez le créer. Et ce que vous créez vous appartient d'une façon que ce qui est donné ne peut jamais appartenir. Les chapitres 14. Les grandes réussites qui ont pris du temps. L'histoire est pleine d'exemples de personnes qui semblaient en retard selon les standards de leur époque, et qui ont pourtant créé des œuvres et des contributions d'une valeur durable. Charles Darwin a publié L'origine des espèces à l'âge de 50 ans. Il avait travaillé sur sa théorie pendant 20 ans avant de la publier. 20 ans de recherche, d'observation, de doute, de remise en question. Et cette patience dans la maturation a produit l'une des idées les plus transformatives de l'histoire humaine. Arland Sanders, le fondateur de Kentucky Fried Chicken, a lancé son concept de franchise à 62 ans, après des décennies de tentatives diverses et d'échecs, et après avoir été rejeté des centaines de fois. Il aurait pu se dire « Je suis trop vieux. Je suis en retard. C'est trop tard. » Au lieu de cela, il a continué. Et ce qu'il a construit après 60 ans est devenu l'une des marques les plus reconnues du monde. Leonardo da Vinci, considéré comme l'un des génies les plus complets de l'histoire humaine, n'a jamais terminé certaines de ses œuvres les plus ambitieuses. Il travaillait lentement. Il laissait des projets inachevés pendant des années. Il revenait sur ses travaux encore et encore. Il était obsédé par la perfection dans le processus, plutôt que par la vitesse. Et pourtant, ce que nous avons conservé de lui est d'une profondeur et d'une beauté qui transcendent le temps. Ces exemples ne sont pas là pour te dire que tu dois attendre des décennies. Or, ils sont là pour te rappeler que le calendrier de la réussite significative est bien plus long que notre culture contemporaine ne veut l'admettre, et que les choses qui durent se construisent dans le temps, pas dans l'urgence. Chapitre 15. La progression intérieure que personne ne voit. Il y a une dimension de ta croissance que les métriques externes ne peuvent pas mesurer. Une dimension que personne autour de toi ne peut voir clairement. Et pourtant, c'est peut-être la plus importante. Ta progression intérieure.
La façon dont tu penses a changé. La façon dont tu réagis aux difficultés a changé. La profondeur de ta compréhension du monde, des autres, de toi-même a changé. Ta capacité à naviguer l'incertitude a changé. Oh, tes valeurs se sont clarifiées. Ta vision de ce qui compte vraiment s'est affinée. Tout cela s'est passé silencieusement, sans témoin, sans certificat, sans validation externe. Et pourtant, cette progression est réelle. Elle est profonde et elle construit la fondation sur laquelle tout le reste peut s'élever. Le problème est que nous ne savons pas mesurer la progression intérieure. Nous ne savons pas la valoriser, parce qu'elle ne se traduit pas en chiffres visibles. Elle ne se poste pas sur les réseaux sociaux. Elle ne s'annonce pas dans une réunion de famille. Mais demande à quelqu'un de te décrire qui tu étais il y a 5 ans. Demande à quelqu'un qui te connaissait vraiment. Et écoute ce qu'il dit. Chances sont que tu seras surpris, que tu reconnaîtras une évolution que tu n'avais pas consciemment notée. Et parce que la progression intérieure est comme la croissance d'un enfant. Elle se passe trop lentement pour être visible au quotidien. Mais quand tu regardes en arrière sur quelques années, la différence est saisissante. Tu n'es pas la même personne. Tu as grandi, profondément, même si tu ne te sentais pas grandir. Chapitre 16. L'ennemi. La précipitation. Si le temps n'est pas ton ennemi, qu'est-ce qu'il est vraiment? La précipitation. La précipitation est l'état dans lequel la peur de manquer quelque chose, la peur d'être en retard, la peur de ne pas être assez rapide, te pousse à sauter des étapes essentielles, à construire sans fondation, à décider sans réflexion, à avancer sans direction claire. La précipitation crée l'illusion du mouvement. Tu fais beaucoup de choses. Tu t'agites. Tu occupes ton temps. Tu crées de l'activité visible, mais souvent, cette agitation n'est pas de la progression. C'est de la fuite. Fuite de la lenteur. Fuite du vide. Fuite de l'inconfort d'être là où tu es maintenant. Et en fuyant, tu manques ce que chaque étape de ton chemin a à t'enseigner. Tu manques les leçons intégrées dans chaque difficulté traversée. Tu manques la sagesse qui ne peut émerger que dans la pause, dans la réflexion, dans l'intégration de ce qui vient de se passer. La précipitation construit vite et mal. La solidité construit lentement et bien. Et à terme, c'est toujours la solidité qui gagne, parce que ce qui est construit rapidement, sans fondation, s'effondre à la première tempête. Et les tempêtes arrivent, sans exception, pour tout le monde. La question n'est pas de les éviter. La question est d'être suffisamment solide pour les traverser. Chapitre 17. Se réconcilier avec le présent. Il y a une pratique que beaucoup trouvent difficile, profondément difficile, mais qui est peut-être la plus transformatrice qui soit. Se réconcilier avec le présent, non pas accepter le présent avec résignation, non pas rester là où tu es et ne pas bouger, mais être pleinement là où tu es, sans rejeter ce moment parce qu'il n'est pas encore là où tu veux être, sans te punir pour ne pas être plus loin, sans écraser l'expérience de maintenant par l'angoisse du futur ou le regret du passé. Être ici, maintenant, pleinement, avec ce que tu as, avec ce que tu es, à ce stade de ta construction. Parce que ce moment, si imparfait soit-il, contient quelque chose d'irremplaçable. Il contient ta vie réelle, pas ta vie idéale, pas ta vie imaginée, ta vie telle qu'elle est. Et si tu passes de tout ton présent à le rejeter, à désirer qu'il soit différent, tu passes ta vie à côté de ta vie. Le bouddhisme, le stoïcisme, toutes les grandes philosophies de la sagesse humaine convergent sur ce point. La souffrance vient de la résistance à ce qui est. La paix vient de l'acceptation de ce qui est. Non pas la capitulation, mais la présence. Être là où tu es. Faire ce que tu peux faire aujourd'hui. Et faire confiance que cela est suffisant. Que ce mouvement, aussi petit soit-il, aussi invisible soit-il, contribue à la construction de quelque chose de réel. Du chapitre 18.
L'identité en construction permanente. Un des problèmes avec la pression du retard est qu'elle implique une définition figée de ce que tu dois être. Comme s'il y avait une version finale de toi-même, une destination précise, un état complété. Mais la vérité est beaucoup plus organique. Tu n'es pas un projet avec une date d'achèvement. Tu es un être humain en construction permanente. Et cette construction ne s'arrête pas. Elle ne doit pas s'arrêter. Le jour où elle s'arrête, tu cesses véritablement de vivre. Les personnes les plus fascinantes et les plus profondes que tu rencontres dans ta vie ne sont pas celles qui sont arrivées. Ce sont celles qui sont encore en chemin, celles qui apprennent encore, et qui se remettent encore en question, qui s'émerveillent encore, qui acceptent d'être dérangées dans leur certitude, qui restent ouvertes à se transformer. La construction permanente est un privilège, pas une punition, et tu peux choisir de la vivre comme telle. Non pas « je suis encore en retard, je suis encore incomplet », mais « je suis encore en devenir, je suis encore vivant dans ma croissance ». Cette transition de perspective semble petite. Elle change tout. Chapitre 19. La confiance dans le processus. Je veux parler de quelque chose qui demande une forme de courage peu discutée. La confiance dans le processus sans garantie visible. Continuer à travailler quand les résultats ne sont pas encore là. Et continuer à construire quand la reconnaissance n'est pas encore là. Continuer à apprendre quand la maîtrise n'est pas encore visible. Continuer à planter quand les fruits ne sont pas encore là. Cette confiance est une forme de foi. Pas une foi aveugle, pas une foi irrationnelle, mais une foi basée sur la compréhension de la nature de la croissance. La graine ne voit pas le soleil quand elle est sous la terre. Elle n'a pas de preuve directe que la lumière existe, mais elle pousse vers elle. Parce que c'est dans sa nature. Parce que quelque chose en elle sait la direction. Et si elle s'arrêtait de pousser parce qu'elle ne voit pas encore la lumière, elle ne deviendrait jamais l'arbre qu'elle est destinée à être. Ta confiance dans le processus est pareille. Elle te demande de continuer même quand tu ne vois pas encore la lumière. De faire confiance que le travail que tu fais maintenant produit des effets réels, même si invisibles. Que les fondations que tu poses maintenant portent des structures qui se révéleront plus tard. Que la maturation est en cours, même silencieusement. Et que ta trajectoire unique, suivie avec constance et honnêteté, te mènera quelque part qui t'appartient vraiment. Chapitre 20. Ce que te disent les moments de doute. Les moments de doute sont inévitables. Sur tout chemin de construction sérieuse, il y a des moments où tu te demandes « Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que j'ai fait les bons choix ?» Ces moments de doute sont inconfortables. Ils sont déstabilisants. Et beaucoup de gens les interprètent comme des signes d'échec. Comme une preuve qu'ils sont effectivement en retard. Qu'ils ne sont effectivement pas à la bonne place. Mais il y a une autre façon de lire ces moments. Les moments de doute sont souvent les précurseurs d'une transformation. Ils précèdent souvent une clarification. Ils signalent souvent que tu es en train de sortir d'une ancienne version de toi-même et que la nouvelle n'est pas encore complètement formée. C'est l'espace entre deux états. Et cet espace est inconfortable par nature. Pas parce que quelque chose va mal, mais parce que quelque chose de nouveau est en train de naître. Et la naissance est toujours précédée d'une période d'inconfort. Quand le doute arrive, au lieu de te dire que tu es en retard, demande-toi, qu'est-ce que ce doute me demande de regarder en face? Qu'est-ce qu'il me signale? Quelle ancienne croyance est en train d'être remise en question? Quelle nouvelle compréhension est en train d'émerger? Le doute, bien utilisé, est un catalyseur de croissance. Mal interprété, il devient un obstacle. La différence réside entièrement dans la façon dont tu choisis de le lire. Chapitre 21. Construire versus performer. Il y a une distinction que je veux rendre très claire.
La distinction entre construire et performer. Performer, c'est faire pour être vu, agir pour la validation, progresser pour impressionner, se développer selon les critères de l'audience. Et la performance a ses avantages. Elle peut créer de la motivation à court terme, elle peut te pousser à te dépasser dans des moments précis. Mais la performance seule est creuse, parce qu'elle dépend de l'audience pour exister. Et quand l'audience disparaît, la performance s'arrête, souvent avec elle. Construire, c'est différent. Construire, c'est agir depuis l'intérieur, depuis une vision de ce que tu veux devenir, depuis des valeurs que tu portes, depuis un sens profond de ce qui compte pour toi. Et cette construction ne dépend pas de l'audience. Elle continue même sans spectateur. Elle avance même dans les périodes de silence. Elle se maintient même quand personne ne regarde. Et à terme, c'est elle qui produit quelque chose de réel, quelque chose qui t'appartient. Oh, quelque chose que tu ne peux pas perdre, même si toute validation externe disparaît. Parce que ça vient de l'intérieur. Et ce qui vient de l'intérieur reste. Chapitre 22. La patience comme discipline active. Je veux clarifier quelque chose d'important. Quand je parle de patience, je ne parle pas d'attente passive. Je ne parle pas de s'asseoir et d'espérer que les choses arrivent. Je parle de patience active, de patience comme discipline. La patience active, c'est faire ce qui est en ton pouvoir aujourd'hui, pleinement, avec toute ton énergie, avec toute ton attention. Et ensuite, avoir la sagesse de laisser le temps faire ce que seul le temps peut faire. C'est agir et ne pas s'attacher frénétiquement aux résultats immédiats. C'est planter et prendre soin de la plante sans la déterrer chaque matin pour voir si elle pousse. La patience active demande une forme de confiance. Confiance que l'effort produit des effets, même si tu ne les vois pas encore. Confiance que les graines plantées dans la bonne direction germent, même si le sol est encore silencieux. Confiance dans la loi naturelle de la croissance, qui ne s'arrête pas parce que tu ne la regardes pas, qui opère même dans le noir, même sans spectateur, même sans encouragement. Cette patience active est l'une des postures les plus puissantes qu'un être humain peut adopter. Elle combine l'engagement total dans l'action présente avec la sérénité dans rapport aux résultats futurs. Et cette combinaison est rare, elle est difficile, mais elle est extraordinairement efficace. Au chapitre 23. Ton rythme est un message. Voici quelque chose que j'aimerais que tu considères. Ton rythme particulier n'est pas seulement une contrainte. Il est peut-être un message sur ce qui te convient vraiment, sur la façon dont tu fonctionnes le mieux, sur les conditions dans lesquelles tu crées et tu te développes le plus profondément. Certaines personnes travaillent en sprint intense, suivi de périodes de repos et de réflexion. D'autres ont besoin d'une constance tranquille, d'un rythme régulier sans les extrêmes. Certains ont besoin de longues périodes d'incubation avant que leurs idées émergent. D'autres sont plus réactifs, plus dans l'immédiateté. Ni l'un ni l'autre n'est supérieur. Ils sont différents. Et chaque rythme, quand il est respecté et mis au service d'une direction claire, produit des résultats. Le problème survient quand tu essaies de forcer ton rythme naturel vers un rythme qui n'est pas le tien. Quand tu essaies d'être quelqu'un d'autre dans ta façon de travailler et de progresser. Parce qu'alors, tu luttes contre ta propre nature. Tu dépenses de l'énergie en résistance interne. Et cette énergie te manque pour la construction. Connaître ton rythme est une forme de connaissance de soi précieuse. L'honorer est une forme de respect de soi rare. Et depuis cet espace de respect et de connaissance, la construction devient non seulement plus efficace, mais aussi plus satisfaisante, plus alignée, plus profondément tienne. Do chapitre 24. Les relations et la construction. Tu ne te construis pas seul, même si la construction est profondément personnelle, même si elle se passe en grande partie dans ta propre intériorité. Les relations que tu maintiens pendant cette période de construction ont un impact immense. Il y a des relations
qui accélèrent ta construction. Des personnes qui te voient clairement, qui croient en ton potentiel même quand tu ne le vois pas toi-même, qui te challenge avec respect et bienveillance, qui partagent des valeurs profondes avec toi, qui construisent elles-mêmes quelque chose et donc comprennent le processus. Ces relations sont précieuses comme l'or, et il y a des relations qui la ralentissent. Gagnent des personnes qui projettent leur propre peur sur toi, qui te disent que tu es en retard parce qu'elles-mêmes ont peur de l'être, qui mesurent constamment et comparent, qui ne voient pas ce qui se construit parce qu'elles ne regardent que la surface. Ce n'est pas un jugement sur leur valeur en tant que personne, mais c'est une réalité. Et choisir consciemment qui tu laisses entrer dans ta construction, qui tu laisses influencer ta perspective sur ton parcours, est une décision qui a des conséquences profondes. Entoure-toi de constructeurs, de personnes qui savent que la valeur se construit dans le temps, de personnes qui comprennent que les fondations invisibles sont les plus importantes, de personnes qui voient en toi ce que tu es en train de devenir, pas seulement ce que tu n'es pas encore. Des chapitres 25, le danger de l'envie. L'envie est une des émotions les plus destructrices que l'être humain puisse ressentir, différente de la jalousie dans sa nature. La jalousie est la peur de perdre ce qu'on a. L'envie est la douleur de voir quelqu'un avoir ce qu'on veut. Et l'envie nourrit directement la pression du retard. Quand tu regardes quelqu'un qui a ce que tu veux et que tu ressens cette contraction, cette douleur, cette frustration, tu es dans l'envie. Et dans cet espace, tu souffres. Non pas à cause de ce que tu n'as pas, mais à cause de ton rapport à ce que tu n'as pas encore. Les philosophes stoïciens avaient une pratique pour traiter l'envie. Elles appelèrent ça la transformation de l'envie en aspiration. L'envie dit « il a ce que je veux et ça me fait souffrir ». L'aspiration dit « il a quelque chose que je veux aussi. Sa réussite me montre que c'est possible. Laisse-moi apprendre de son parcours. » Même émotion initiale. Deux directions complètement différentes. L'envie te ferme. L'aspiration te propulse. L'envie te dit que tu es en retard et que c'est injuste. L'aspiration te dit que tu es en chemin et que l'exemple de l'autre te montre la direction. Cette transformation n'est pas toujours facile. Elle demande un travail sur soi. Mais elle est possible. Et elle change fondamentalement ta relation à la progression des autres. Au lieu de souffrir de leur avance, tu t'en inspires. Tu apprends de leur expérience. Tu utilises leur succès comme preuve que ce que tu cherches est atteignable. Et là, l'envie se transforme en carburant. Chapitre 26. La résilience comme preuve de construction. Voici quelque chose que tu peux mesurer. Non pas ta vitesse, non pas ta position relative par rapport aux autres, mais ta résilience, ta capacité à te relever, ta capacité à traverser les difficultés sans te briser, ta capacité à recommencer après les échecs, ta capacité à maintenir ta direction même quand tout semble aller contre toi. Cette résilience, elle ne vient pas de nulle part. Elle se construit. Elle se construit dans les épreuves traversées, dans les moments où tu as failli abandonner et où tu as continué, dans les fois où tu t'es relevé sans savoir si tu avais la force de le faire, dans les périodes de doute traversées avec honnêteté. Et si tu regardes en arrière sur les difficultés que tu as traversées, si tu regardes les fois où tu as failli te briser et tu as tenu, tu peux voir la construction. Tu peux voir que tu n'es pas le même que tu étais, que tu es plus solide, plus profond, plus capable, que ta résilience a grandi. Et cette résilience est peut-être la mesure la plus honnête de ta construction. Plus que tes accomplissements visibles, plus que ta position par rapport aux autres, plus que la validation que tu as reçue. Ta résilience dit quelque chose d'essentiel sur qui tu es devenu. Chapitre 27. Construire depuis l'intérieur. La construction la plus importante que tu puisses faire ne se voit pas de l'extérieur.
Elle ne se mesure pas en accomplissement. Elle ne se poste pas sur les réseaux sociaux. C'est la construction de ton monde intérieur, ton rapport à toi-même, tes valeurs clarifiées, ton sens de ce qui compte vraiment, ta capacité à être présent dans ta propre vie, ta relation à tes émotions, à tes pensées, à tes peurs, ta capacité à agir depuis un espace de clarté plutôt que de réaction automatique. Cette construction intérieure est le fondement de tout le reste. Les personnes qui réussissent extérieurement sans avoir fait ce travail intérieur se retrouvent souvent dans une situation paradoxale. Elles ont tout ce qui est censé les rendre heureuses. Et pourtant, elles ne le sont pas. Parce que la construction extérieure, sans fondation intérieure, est fragile. Elle peut s'effondrer dès que les circonstances changent. Mais la construction intérieure, elle, résiste. Elle résiste au changement des circonstances. Elle résiste aux pertes. Elle résiste aux remises en question. Les remises en question, parce qu'elle ne dépend pas des conditions extérieures. Elle vient de l'intérieur. Et ce qui vient de l'intérieur est immuable. Chapitre 28. L'être à toi-même du futur. Je veux te proposer un exercice de pensée. Imagine la version de toi-même de dans 10 ans. Pas la version idéalisée, pas la version parfaite, mais la version authentiquement construite. Celle qui a traversé les 10 prochaines années avec constance, avec discipline silencieuse, avec confiance dans le processus, qui a accepté son rythme, qui a planté des graines même quand le sol semblait stérile, qui a tenu quand tout appelait à abandonner. Qu'est-ce que cette version de toi dirait à la version actuelle ? Que dirait-elle sur la pression du retard ? Que dirait-elle sur les comparaisons qui te font souffrir ? Que dirait-elle sur les moments où tu as douté ? Que dirait-elle sur ce qui s'est construit dans les périodes qui semblaient les plus improductives ? Peut-être quelque chose comme ceci. Tu n'étais pas en retard. Tu étais en train de poser les fondations de quelque chose de solide. Tout ce que tu as traversé t'a préparé à tenir ce que tu allais construire. Tout ce que tu as appris dans les moments silencieux a nourri ce qui est venu après. Continue. La confiance que tu n'as pas encore entièrement, tu l'auras. Mais d'abord, elle se construit dans ces moments où tu avances sans la voir. Et ça, c'est de la vraie construction. Chapitre 29. La liberté de son propre chemin. Il y a une liberté que beaucoup n'exercent jamais. La liberté de choisir son propre chemin. Non pas le chemin que la société approuve. Non pas le chemin qui impressionne l'entourage. Non pas le chemin qui correspond au calendrier culturel. Mais le chemin qui te correspond profondément. Celui qui est aligné avec qui tu es réellement. Avec ce que tu valorises vraiment. Avec la façon dont tu fonctionnes le mieux. Avec la contribution unique que tu peux apporter. Cette liberté est disponible pour tout le monde. Mais elle demande quelque chose de courageux. Elle demande de décider par toi-même de ta définition du succès, de ta définition d'une vie bien vécue, de ta définition de ce qui constitue une avancée, et d'assumer les conséquences de ces choix, parce qu'ils ne seront pas toujours validés, parce que ton rythme ne correspondra pas toujours aux attentes, parce que ton chemin sera parfois incompréhensible pour ceux qui ne le vivent pas. Mais c'est ton chemin, et la dignité qui vient de le suivre avec intégrité est d'une profondeur incomparable. À la fin, ce qui comptera n'est pas d'avoir suivi le chemin le plus rapide, ni le plus spectaculaire, ni le plus validé, mais d'avoir suivi un chemin qui était vraiment le tien, d'avoir construit quelque chose qui te ressemblait vraiment, d'avoir vécu depuis l'intérieur plutôt que pour l'extérieur. Chapitre 30. L'héritage de la construction. Ce que tu construis en ce moment a un impact qui dépasse ta propre vie. Pas nécessairement dans le sens monumental, pas nécessairement dans le sens des grandes figures historiques, mais dans le sens concret et profond de ce que tu transmets. La façon dont tu traverses tes difficultés inspire ceux qui t'observent. Tes enfants, si tu en as, apprennent de ta façon d'avancer dans l'incertitude. Tes amis,
Tes proches, ceux qui croisent ton chemin, ils reçoivent quelque chose de ta construction. Non pas les résultats visibles, mais l'énergie de quelqu'un qui construit avec intégrité, qui avance sans spectacle, qui se relève sans fanfare, qui fait le travail parce que ça compte, pas pour être vu. Et cette énergie-là, elle se transmet. Elle inspire silencieusement. Elle donne la permission à d'autres de suivre leur rythme, de ne pas se laisser écraser par la pression du retard, de construire depuis l'intérieur, de faire confiance au processus. Tu n'es pas seulement en train de te construire toi-même. Tu es en train de participer à une construction plus large, une construction invisible, mais réelle et précieuse. Conclusion. La construction est la destination. Nous arrivons à la fin de ce voyage, mais en réalité, ce n'est pas une fin. C'est une invitation à regarder ta vie différemment, à regarder là où tu en es, non pas comme un retard, mais comme un moment précis de ta construction, un moment nécessaire. Un moment qui a de la valeur, non pas pour ce qu'il n'est pas encore, mais pour ce qu'il est, pour ce qu'il t'enseigne, pour ce qu'il construit en toi silencieusement. La construction est lente, la construction est invisible, la construction est parfois douloureuse, mais la construction est la seule chose qui crée quelque chose de durable. Et tu es en train de la faire. Chaque jour que tu te lèves et tu continues, tu construis. Chaque fois que tu te relèves après une chute, tu construis. Chaque moment où tu choisis la discipline au lieu du confort facile, tu construis. Chaque instant où tu fais confiance au processus sans garantie visible, tu construis. Tu n'es pas en retard. Tu es en train de te construire. Et la construction, c'est exactement là où tu dois être. La vitesse de quelqu'un d'autre n'a aucun pouvoir sur la valeur de ta trajectoire. Le calendrier de quelqu'un d'autre n'a aucune autorité sur ton rythme. Les standards de la culture n'ont aucun droit sur ta définition du succès. Tu es en chemin, ton chemin, à ton rythme, depuis tes fondations, vers quelque chose qui te ressemble vraiment. Continue. La constance bat la précipitation, la profondeur bat la surface, la solidité bat la vitesse. Et toi, tu bâtis quelque chose de solide. Un jour à la fois, un effort à la fois, une fondation à la fois. Tu n'es pas en retard. Tu es en train de te construire. Et c'est tout ce qui compte vraiment. Épilogue. Ce que le temps t'a donné. Avant de finir, je veux te demander quelque chose. Pense à il y a 5 ans. À qui tu étais. À ce que tu pensais. À comment tu réagissais aux difficultés. À ce qui te faisait peur. À ce que tu ne comprenais pas encore. Maintenant, regarde où tu en es aujourd'hui. Regarde ce que tu comprends que tu ne comprenais pas. Regarde ce que tu es capable de traverser que tu n'aurais pas pu traverser avant. Regarde les choses que tu as apprises, construites, intégrées. Regarde la personne que tu es devenue. Le temps t'a donné quelque chose. Il ne t'a pas seulement éloigné d'une date de départ. Il t'a construit. Il a ajouté des couches, de l'expérience, de la profondeur, de la résistance, de la sagesse. Et les 5 prochaines années feront la même chose. Si tu continues, si tu fais confiance, si tu construis, la pression du retard est une illusion. La construction est la réalité. Et dans cette réalité, tu avances, toujours. Même quand tu ne t'en rends pas compte, même quand rien ne semble progresser, même dans le silence, même dans l'ombre, la construction continue. Elle continue en toi, maintenant, en ce moment même. Et ça, c'est quelque chose que personne ne peut te prendre. Si ce message t'a parlé, abonne-toi. Ici, on ne court pas pour impressionner. On construit pour durer, un pas après l'autre, un jour après l'autre, en silence, en profondeur, en solidité. Chapitre 31, quand tout semble stagner. Il y a des périodes dans toute construction sérieuse qui ressemblent à une stagnation totale. Tu travailles, tu t'efforces,
Tu maintiens tes habitudes. Tu restes discipliné. Et pourtant, rien ne semble changer. Pas de résultat visible, pas de progrès mesurable, pas de validation extérieure, juste le silence. Et dans ce silence, la tentation est grande. La tentation de te dire que ça ne marche pas, que tu as choisi la mauvaise voie, que tu es, effectivement, en retard, que les efforts ne pèlent pas, que tu devrais faire quelque chose de différent, quelque chose de plus rapide, quelque chose de plus spectaculaire. Mais voici ce que tu dois comprendre sur ces périodes de stagnation apparente. Elles ne sont presque jamais de la stagnation réelle. Ce sont des périodes de consolidation. Des périodes où ce que tu as appris s'intègre en profondeur. Des périodes où les connexions se font sous la surface. Des périodes où tu te prépares à un saut que tu ne vois pas encore venir. Les scientifiques appellent ça le plateau de compétences. Et ils ont remarqué quelque chose de fascinant. Sur les courbes d'apprentissage, les sauts de progression les plus importants arrivent toujours juste après les plateaux, juste après les périodes où rien ne semble avancer, comme si l'accumulation souterraine avait besoin d'atteindre un certain seuil avant d'exploser en surface, comme si la graine avait besoin d'une certaine quantité d'eau et de chaleur avant de percer le sol, comme si le bambou avait besoin de ces années sous terre avant de s'élancer. Ces plateaux sont des parties intégrantes du processus de croissance. Ils ne sont pas des preuves d'échec. Ils sont des annonces de transformation. Et les traverser avec confiance, plutôt qu'avec panique, est précisément la compétence qui distingue ceux qui construisent de ceux qui abandonnent. Chapitre 32. L'intelligence de la lenteur. Dans notre culture de l'instantané, la lenteur est presque devenue un tabou, un signe de manque d'ambition, un aveu d'inefficacité, quelque chose à cacher, à excuser, à dépasser. Mais les traditions les plus profondes de l'humanité ont toutes valorisé une certaine forme de lenteur. Pas la lenteur de la paresse, pas la lenteur de l'évitement, mais la lenteur de la profondeur. La lenteur qui permet de voir ce que la vitesse rend invisible. Les artisans japonais qui passent des années à maîtriser un geste unique. Les moines qui méditent des décennies avant de transmettre leur enseignement. Et les architectes qui conçoivent des cathédrales qu'ils ne verront jamais terminer. Les agriculteurs qui travaillent selon des rythmes saisonniers, non selon l'urgence du marché. Ces personnes ne sont pas en retard. Elles ont simplement compris quelque chose que la modernité a oublié. Certaines choses ne peuvent pas être précipitées sans perdre leur essence. La compréhension profonde ne peut pas être précipitée. La sagesse ne peut pas être accélérée. La véritable maîtrise ne peut pas être raccourcie. Le caractère ne peut pas être forcé. Ces qualités émergent dans le temps. Elles se révèlent dans la durée. Et ceux qui ont le courage de les laisser émerger à leur propre rythme, sans les forcer, sans les précipiter, construisent quelque chose que personne ne peut fabriquer rapidement. Quelque chose d'authentique, ou quelque chose de profond, quelque chose de durable. Chapitre 33. Le cadeau des obstacles. Les obstacles que tu rencontres sur ton chemin ne sont pas des preuves que tu es en retard. Ils ne sont pas des punitions. Ils ne sont pas des signes que tu as fait les mauvais choix. Ce sont des cadeaux déguisés. Et je sais que cette idée peut sembler difficile à accepter quand tu es au milieu d'une difficulté, quand tout semble compliqué, quand les problèmes s'accumulent, quand le chemin semble plus long et plus ardu que tu ne l'avais anticipé. Mais regarde les personnes les plus solides que tu connais. Les personnes que tu admires vraiment, celles dont la présence rassure, celles dont le calme inspire, celles dont la sagesse touche. Demande-leur leur histoire. Presque invariablement, leur solidité vient de ceux qui l'ont traversée, pas de ceux qui l'ont évité, pas de la facilité de leur parcours, mais des obstacles surmontés, des difficultés transformées, des moments
où tout semblait contre eux et où ils ont trouvé en eux-mêmes quelque chose qu'ils ne savaient pas avoir. Marc Aurèle, dans ses pensées. Pour moi-même écrit quelque chose que je veux que tu entends. L'obstacle sur la voie devient la voie. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la transformation. L'obstacle ne bloque pas la route. Il fait partie de la route. Il est la route. Et en l'affrontant, en le traversant, tu ne fais pas qu'avancer malgré l'obstacle. Tu avances à travers lui. Et ce que tu trouves de l'autre côté, tu ne l'aurais jamais trouvé sans lui. Né chapitre 34. Prendre soin du constructeur. Dans toute cette conversation sur la construction, il y a quelque chose d'essentiel que je ne veux pas omettre. Prendre soin de toi-même. Pas dans le sens superficiel du terme, pas dans le sens consumériste du self-care, mais dans le sens profond et nécessaire du prendre soin du constructeur. Parce que tu es l'instrument de ta propre construction. Et un instrument mal entretenu se dégrade, perd de sa précision, perd de sa capacité à créer ce pourquoi il est fait. Le sommeil n'est pas une perte de temps dans la construction. C'est le moment où le cerveau consolide ce qui a été appris, où le corps récupère l'énergie nécessaire à la prochaine phase de travail, où les connexions se font inconsciemment. Le mouvement physique n'est pas une distraction. C'est ce qui maintient le système nerveux en équilibre, ce qui génère les conditions neurochimiques nécessaires à la clarté et à la créativité. La nature, le silence, la beauté ne sont pas des luxes. Ils sont des ressources qui régénèrent ce qui la construction consomme. Les relations profondes ne sont pas des accessoires. Ce sont des sources d'ancrage, de perspective, d'humanité, ce qui te soutient dans les longues périodes de construction invisible. Prendre soin du constructeur n'est pas opposé à la construction. C'est une condition de sa durabilité. Et une construction qui respecte le constructeur est la seule qui peut durer. La chapitre 35. Une dernière vérité sur le retard. Je veux finir avec une dernière vérité, peut-être la plus importante. Il n'existe pas de retard dans une vie vraiment vécue, parce que le retard implique une destination fixe. Une destination que tu aurais dû atteindre à un moment précis. Mais la vie n'est pas un itinéraire avec des stations obligatoires. C'est un voyage organique, avec des détours, des bifurcations inattendues, des découvertes en chemin que tu n'aurais pas faites en suivant le chemin le plus direct, des rencontres qui changent tout, des revirements qui semblent des catastrophes et qui se révèlent des pivots essentiels. Les choses qui semblaient des retards se révèlent souvent, avec le recul, comme des détours nécessaires. Des périodes qui t'ont formé d'une façon que le chemin direct n'aurait pas pu. Des expériences qui t'ont ouvert des dimensions que l'efficacité aurait fermées. Des temps lents qui ont approfondi ce que la vitesse aurait superficialisé. Alors quand la pression du retard t'assaille, quand cette voix intérieure te dit que tu es en retard, demande-toi. En retard par rapport à quoi? Par rapport au calendrier de qui? Vers la destination de qui? La tienne ou celle que tu as empruntée? Et si tu refaisais le calcul depuis ta propre définition? Si tu regardais ton chemin depuis ta propre boussole, qu'est-ce que tu verrais? Peut-être que tu n'es pas en retard. Peut-être que tu es exactement là où tu dois être, en train de te construire, comme tu l'as toujours fait, silencieusement, profondément, solidement. Et ce que tu es en train de construire, ça dure. Ça vaut la peine d'attendre, ça vaut la peine de construire. Ça vaut la peine d'être toi, entièrement, à ton rythme, maintenant et toujours. Chapitre 36. L'art de recommencer. Il y a quelque chose dont peu de gens parlent ouvertement dans les conversations sur la construction personnelle. La réalité du recommencement. La vérité est que construire sa vie, construire sa meilleure version, ce n'est pas un processus linéaire d'avancée constante.
C'est un processus de recommencement successif. Tu avances, tu trébuches, tu te relèves, tu recommences, tu construis quelque chose. Les circonstances changent, tu dois te réadapter, tu recommences, tu trouves une direction qui te ressemble. Et tu évolues. Cette direction doit évoluer aussi. Tu recommences. Et chaque recommencement n'est pas un retour à zéro. C'est un retour à un point plus avancé que le dernier. Parce que chaque cycle t'a appris quelque chose, t'a renforcé dans quelque chose, t'a ouvert quelque chose. Les personnes qui semblent avancer le plus vite ne sont pas celles qui ne tombent jamais. Ce sont celles qui ont appris à se relever rapidement. Celles qui ne perdent pas de temps en culpabilité excessive après une chute. Celles qui ne s'immobilisent pas dans la honte d'avoir besoin de recommencer. Elles tombent, elles voient ce qu'il y a à apprendre et elles recommencent. Plus solides, plus informées, plus enracinées. Recommencer n'est pas une honte, c'est une compétence. Une compétence que les plus grands constructeurs maîtrisent. Oh, et si aujourd'hui, tu en es à recommencer quelque chose, ne te dis pas que tu es en retard. Dis-toi que tu es en train d'exercer l'une des compétences les plus essentielles à toute construction durable, la capacité de recommencer. Chapitre 37. Ce que veut vraiment ton âme. Derrière toute la pression du retard, derrière tous les comparaisons, derrière toute l'agitation, il y a quelque chose de plus doux, quelque chose de plus vrai, quelque chose que tu connais peut-être, mais que le bruit de la vie moderne étouffe souvent. Ce que veut vraiment ton âme, pas ce que veut ton ego. L'ego veut prouver, impressionner, dominer, valider. Mais ton âme, elle, veut autre chose. Elle veut être vue pour ce qu'elle est vraiment. Elle veut contribuer d'une façon qui lui est unique. Elle veut des connexions profondes et authentiques. Elle veut vivre avec intégrité. Elle veut éprouver la beauté. Elle veut grandir dans la direction qui lui ressemble profondément. Et si tu prends le temps de l'écouter, de vraiment t'asseoir dans le silence et d'écouter ce que tu sais profondément sur ce qui compte pour toi, une clarté émerge. Une clarté sur ce que tu construis vraiment, sur pourquoi tu le construis, sur pour qui. Et dans cette clarté, la pression du retard se dissout un peu, parce que tu n'es plus en train de courir vers quelque chose que tu n'as pas choisi. Tu es en train de marcher vers quelque chose qui t'appelle vraiment, à ton rythme, depuis ton cœur. Et cette marche-là, aussi lente soit-elle, a une qualité que la course effrénée ne peut jamais avoir. La qualité de la vérité, la qualité de l'authenticité, la qualité de quelque chose qui vient vraiment de toi. Chapitre 38. La puissance du moment présent. Il y a un trésor que tu portes en permanence et que tu ignores souvent. Ce trésor, c'est le moment présent. Non pas le passé que tu regrettes, non pas le futur que tu anticipes avec anxiété, mais maintenant. Ce moment précis, avec tout ce qu'il contient, avec toutes ses limitations et toutes ses possibilités. Le présent est le seul endroit où tu peux vraiment agir. Le passé est figé. Le futur est inconnu. Mais maintenant est vivant. Maintenant est modifiable. Maintenant est le lieu de toute construction réelle. Et dans ce moment présent, quelque chose de remarquable est possible. Un petit pas de plus. Un effort de plus. Une décision de plus en faveur de qui tu veux devenir. Une action de plus en cohérence avec tes valeurs. Un moment de plus de présence dans ta propre vie. Rien de spectaculaire peut-être. Rien d'impressionnant en surface. Mais réel. Profond. Constructeur. Et ces moments présents, accumulés, deviennent des années de construction. Des décennies de profondeur. Une vie qui, quand tu la regardes en arrière depuis son automne, ressemble à quelque chose qui t'appartient vraiment. Quelque chose de solide. Quelque chose de profond. Quelque chose construit non pas pour impressionner, mais pour durer, pour être vrai, pour être toi. Tu n'es pas en retard. Tu es ici, dans ce moment,
en train de te construire. Et c'est suffisant. C'est exactement assez. C'est tout. Si ce message t'a parlé, abonne-toi. Ici, on ne court pas pour impressionner. On construit pour durer. Réflexion finale. Ce que la construction t'apprend sur toi. Tout au long de ce parcours que nous avons parcouru ensemble aujourd'hui, une réalité s'est imposée progressivement. La construction n'est pas seulement ce que tu fais. La construction est ce qu'elle te révèle sur toi. Chaque phase de construction, chaque obstacle traversé, chaque doute affronté, chaque recommencement assumé, chaque moment de discipline silencieuse, tout cela est une forme de découverte de toi-même. Tu apprends ce dont tu es capable. Tu apprends comment tu fonctionnes sous la pression. Et tu apprends ce qui te motive vraiment, profondément, au-delà des motivations superficielles. Tu apprends ce que tu es prêt à traverser pour ce qui compte vraiment pour toi. Tu apprends où sont tes limites actuelles. Et tu apprends que ces limites ne sont pas fixes. Qu'elles se déplacent. Qu'elles s'expandent. Que ce qui semblait impossible hier est possible aujourd'hui parce que tu as construit quelque chose entre-temps. La construction est un miroir. Elle te montre qui tu es en ce moment et elle te montre qui tu deviens. Et ce que tu découvres dans ce miroir, si tu as le courage de vraiment regarder, est bien plus riche, bien plus profond, bien plus fascinant que tout ce que la comparaison aux autres pourrait jamais te montrer. Parce que tu es unique. Ton chemin est unique. Ta construction est unique. Et sa valeur ne peut être mesurée par aucun standard extérieur. Elle se mesure dans la profondeur de ce que tu deviens, dans la solidité de ce que tu construis, dans l'authenticité de la vie que tu vis. Tu n'es pas en retard. Tu es en train de te construire. Et tu es, en ce moment même, exactement là où tu dois être pour apprendre ce que tu as besoin d'apprendre. Pour construire ce que tu as besoin de construire. Pour devenir qui tu es destiné à être. Pas à la vitesse de quelqu'un d'autre, mais à ta vitesse, profonde, réelle, irremplaçablement tienne.